Allez, bonsoir à tous, on se retrouve comme chaque jeudi, et merci d'être là, comme chaque jeudi sur le Mont des Arts. On pourrait même ajouter ce soir des arts plastiques, les plasticiens, peintres, sculpteurs, sculptrices, photographes et j'en passe, qui font vibrer la culture souvent à travers des expositions et qui sont donc à la fois visibles forcément, puisqu'on les voit, et paradoxalement invisibles, figurez-vous, invisibles dans les médias tout d'abord, je m'empresse de le dire en faisant ici tout de même mon mea culpa, mais invisibles globalement parce que c'est vrai, ils exposent quand ils le peuvent dans des lieux publics, mais ils ne sont quasi jamais rémunérés, figurez-vous, rémunérés pour leur travail, même si ces lieux publics, eux, sont subventionnés. Pour cause, puisque aucune grille de rémunération n'est établie clairement pour eux en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, beaucoup de plasticiens se sont fédérés pour pouvoir tout de même se faire entendre, des opérateurs culturels et bien sûr du monde politique, notamment en cette période de Covid que nous subissons tous. On va en parler ce soir avec nos invités. Tout d'abord, Maëlle Delaplanche, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Maëlle, vous êtes curatrice et en même temps cofondatrice de cette fédération dont je viens de parler, la Fédération des arts plastiques. Voilà, la première fédération des arts plastiques. Tout jeune, Oui, toute jeune, 1 an et demi. Voilà, c'est la petite dernière, si je puis dire, oui, c'est ça. du côté des artistes. Et vous êtes curatrice, en 2 mots pour les gens qui nous écoutent, une curatrice, c'est quoi? Alors, je suis curatrice indépendante aussi, c'est important de le mentionner, c'est-à-dire que je commissionne des projets. Donc, je propose des projets dans des lieux, je collabore avec des artistes, je monte des budgets. Parfois, je suis aussi invitée par des lieux. Récemment, ça a été au Musée des Beaux-Arts Royaux, une invitation du conservateur. D'accord. Voilà. En face de vous, Anne-Cécile Maréchal. Bonsoir, Anne-Cécile. Bonsoir. Vous êtes directrice artistique, c'est ça, de la Maison des Arts. La Maison des Arts, c'est un écrin, pas de verdure, mais enfin quand même, il y a un peu de verdure, je crois. Il y a une petite cour. On a un jardin aussi derrière. On est à Scarbeck, du côté de la chaussée d'Axe. Ça se passe bien, là? Oui, ça se passe bien. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un très beau lieu. Une maison du 19e, comme ça, qu'on n'imagine pas, comme ça, un peu cachée, un peu au cœur d'un îlot. Et c'est vrai que c'est un endroit un petit peu pépite, comme ça, à découvrir. Alors, îlot un peu plus grand tout de même, du côté de Woluwe. Non, ça vous fait sourire, Edith Grandjean, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, ça me fait sourire, mais le volubilis comparé à la Maison des Arts, voilà, c'est autre chose. C'est un autre style architectural. Justement, pour avoir des échelles différentes. Vous êtes directrice donc, du centre culturel Volubilis. Vous êtes là depuis pas longtemps, Edith, Je suis arrivée il y a 1 an, en pleine crise sanitaire. Ah bah oui, j'allais dire, vous êtes mal tombée, si je peux me permettre. Enfin, vous avez mal choisi vos dates, en tout cas. On n'a pas le choix, quand on est appelé par un travail qui fait sens pour nous, on le prend et on accepte le contexte. Et donc, vous exposez aussi, vous êtes sensible aux questions de rémunération. Comme vous, Maëlle Dufour, évidemment. Bonsoir, Maëlle. Merci d'être là. Vous êtes artiste, plasticienne. Oui, bonsoir. Ces questions-là vous touchent de près, on va en parler. Quelle forme d'art vous faites? Donc c'est de la peinture? Non, c'est des installations essentiellement et souvent assez monumentales. D'accord, donc il faut de la place. Voilà. Il faut de l'argent, il faut de la place. Allez, on va parler de tout ça. Avant ça, on va regarder ensemble un reportage signé Clara Tomine, que vous connaissez bien, puisque c'est la Fédération des Arts Plastiques qui lui a demandé ce reportage, qui aborde la question de cette fameuse rémunération des artistes de manière plutôt ludique, je dirais même ironique, non? On peut dire ça. Oui, satirique. Allez, on regarde. Une explication de Marie-Noëlle Prune. Bonne nouvelle pour les artistes plasticiens. Le gouvernement est enfin tombé d'accord. Les artistes qui jusqu'à présent n'étaient pas rétribués par les institutions présentant leur travail pourront maintenant toucher une rémunération. Pour cela, une nouvelle monnaie va être spécialement créée à leur intention. Elle devrait voir le jour dès janvier 2022. Je suis ravie qu'on soit tombé d'accord sur une solution qui convienne à tout le monde. Les artistes avaient besoin d'être rémunérés et ils ont raison. Et cette monnaie va amener une solution à cette problématique qui dure depuis trop longtemps. Je pense que la situation était un petit peu ambiguë. Donc si vous voulez, ça va clarifier les choses à mon avis. Parce qu'on voit bien que les artistes travaillent. Ils s'engagent énormément, ils s'investissent énormément pendant leur exposition. On le sait, on le voit, et même parfois plus que nous. Mais si vous voulez, ils acceptent de faire les choses gratuitement. Donc là, il faut bien comprendre la situation. Nous, on a des budgets limités. Donc s'il reste un petit peu d'argent, ça peut être plutôt intéressant d'engager un professionnel de la communication. Cette monnaie est donc une solution inattendue, mais qui semble en mesure de combler un manque criant dans le secteur des arts plastiques. Alors, moi déjà, je ne savais pas que les artistes n'étaient pas payés. Donc je trouve ça vraiment bien qu'ils le soient. Et ça s'appelle comment cette nouvelle monnaie? Pour cette nouvelle monnaie, il fallait une nouvelle appellation et le gouvernement a opté pour le nom de visibilité. Plasticiens et plasticiennes seront donc dorénavant payés en visibilité.
C'est un drôle de nom quand même pour une monnaie. Reste à savoir comment les artistes eux-mêmes vont accueillir cette mesure. Nous avons posé la question à certains d'entre eux. Ah ouais, c'est très visible, hein. Ok. Non, je rigole parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous dit tout le temps pour pas nous payer. Genre, ouais, c'est super, vous allez exposer chez nous, quelle chance vous avez. Vous allez avoir plus de visibilité. Du coup, là, c'est comme si on rendait officiel le fait qu'on n'est pas payé. C'est une énorme plaisanterie. Dans un musée, les chargés de communication, le directeur, les femmes de ménage sont tous rémunérés, et c'est normal. Les artistes, eux, ne sont jamais payés. Je suis désolée, mais c'est pas avec la visibilité qu'on paye son loyer ou ses courses. Ouais, je suis hyper content. Je propose qu'on aille acheter du pain avec. On va voir ce qui se passe. Voilà, on va voir ce qui se passe. Voilà, on a des exemplaires ici de ces billets visibilité. Je voyais acquiescer évidemment Maëlle pendant le reportage. Oui. C'est dit de façon ironique, on sourit un peu, on sourit jaune, comme on dit. Oui, c'est rire jaune parce que c'est vrai qu'en fait, vous pouvez aller tester dans une boulangerie ou dans un supermarché. Ça marchera pas. Et en fait, on a voulu mettre en évidence, grâce à Clara, et aussi c'est elle qui a créé ces billets, Clara Tomine, de pouvoir vraiment faire comprendre qu'en fait, la visibilité ne permet pas de manger, ne permet pas de vivre, en fait, et qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là, parce qu'il faut faire comprendre que le secteur des arts plastiques ne vit pas. Ne vit pas, en fait. Survit, essaie de survivre. Oui. Ouais. Et c'est vraiment un problème. Et en préparant cette émission, je me suis dit, mais on n'y pense pas. J'ai l'impression que le grand public n'y pense pas trop non plus. On va au musée ou dans des centres d'art, etc. On voit des expos, des artistes qui exposent. Et on ne pense pas spécialement au fait que ces gens ne sont pas rétribués. Il y a quelque chose de presque choquant, Edith. Oui, tout à fait. En fait, il faut être vraiment dans le secteur pour comprendre en fait qui ne sont pas rémunérés, et que s'ils le sont, ça ne donne même pas accès à des droits. En fait, c'est vraiment la crise qui a montré ça, c'est qu'ils sont dans un niveau de précarité énorme. Et donc, c'est vraiment, en fait, ça fait des années qu'on se pose cette question. Mais là, il y a 1 an et demi, maintenant 2 ans, je pense que ça, de plein fouet, ça nous a rattrapés. Opérateurs comme artistes, c'est vraiment une question qui nous concerne, quoi. Oui, donc quand on dit opérateur, pour bien comprendre, c'est comme vous, ce sont les centres d'art publics, des lieux publics. Il faut bien comprendre, c'est pas les galeries privées où l'artiste expose pour vendre. Vous ne vendez pas, c'est ça. On est là pour montrer, on est là pour soutenir des créations, mais on n'est pas là pour, en effet, créer un business. D'ailleurs, nous, on est un lieu gratuit, d'ailleurs. Donc, on ne paye pas l'entrée. Donc, autant dire que nos moyens sont en effet très fort liés à la question des subventions. Contrairement au musée, d'ailleurs, où on paye. La précarité, Maëlle Dufour, c'est une vraie réalité. Donc, vous êtes artiste plasticienne. Vous la vivez au quotidien ? Oui, souvent, c'est assez compliqué parce qu'on ne sait jamais... Des fois, on a peu de budget, surtout quand on commence. On n'a vraiment presque aucun budget quand on est jeunes artistes. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas connu déjà, donc il faut se faire un nom. Et donc, souvent, on n'a pas vraiment de budget. Surtout, c'est souvent par des prix ou qu'on va se faire un peu voir. Mais donc, souvent, c'est par nous-mêmes c'est nous-mêmes qui nous rémunérons, qui payons tout le matériel. Et après, petit à petit, on commence à avoir des petits budgets, mais souvent, c'est pas du tout pour la rémunération. C'est plus pour vraiment tout ce qui est lié aux matériaux, à la production. Et c'est des budgets qui viennent d'où quand vous avez ces petits budgets ? Ça dépend. Souvent, c'est donc les institutions qui vont donner, quand on débute, des petits budgets. Oui. Et après, moi, à chaque fois, j'ai dû aller chercher des bourses par derrière pour pouvoir vraiment réaliser mes installations. Et c'est ça, c'est souvent après. Ouais, on a l'impression que c'est du bricolage. Mais oui, c'est tout à fait ça. En fait, le vrai problème, c'est aussi les jobs alimentaires. Et je crois que la crise a mis en lumière ça, en fait. C'est que les artistes, et on ne se rend pas compte parce que c'est peut-être logique et qu'on se dit, il faut vivre. Donc, forcément, on a un job alimentaire. Mais là, par exemple, pour l'émission, j'ai appelé plein d'artistes qui sont enseignants à côté, en fait. Et du coup, c'est une vraie problématique, ces jobs aussi alimentaires, parce que en fait, ils ne sont pas dans la création, du coup, les artistes. Ils n'ont pas le temps. Donc, c'est vraiment, ils sont coincés, en fait. Il y a cette problématique-là qui rentre en jeu. Ouais. La crise du Covid, on en parlait il y a 2 secondes, elle a aggravé, évidemment, la situation des artistes.
la situation aussi des centres d'art. J'imagine il y a eu des fermetures, il y a eu peut-être des malades, des absents, un taux d'absentéisme plus fort. Comment vous avez géré ça ? On a dû finalement pas mal s'adapter, mais je trouve que ce qui a été très précieux, c'est que, voilà, par exemple, la Maison des Arts fait partie du Conseil bruxellois des musées, et donc il y a aussi ce sens du réseau, c'est-à-dire qu'on peut s'appeler entre nous pour voir, voilà, comment est-ce qu'on peut organiser ou pas un vernissage, quelles pratiques on peut mettre en place. Je pense que c'est un peu la même chose aussi à l'égard des droits de monstration et de toute une série de contrats, et je trouve que là-dessus, pour beaucoup de choses, des tabous sont tombés aussi sur le fait que des bonnes pratiques ou des échanges d'expertise pouvaient passer d'une institution à l'autre. Alors on se connaît quand même assez bien à Bruxelles, je veux dire, on est assez solidaires, on sait aussi les lieux qui sont un peu frères ou sœurs c'est-à-dire que c'est sûr, on ne joue pas tout à fait tous dans la même catégorie, hein. C'est sûr qu'on n'a pas tous le même type de budget, on n'a pas tous le même type de mètres carrés, mais il n'empêche que voilà, on a dû rebondir. Ce qui a été dur, c'était toute la médiation qui a été fort étouffée. Est-ce qu'on peut connaître votre budget, plus ou moins ? Vous voulez dire globalement pour une exposition ? Oui, on va dire pour une exposition, oui. Pour une grosse exposition qui va durer 2 mois et demi, chez nous, c'est un budget d'environ 35 000. D'accord. Et là-dedans, je ne compte pas les salaires. Je ne compte pas les salaires donc ça, c'est... L'administration, tout ça, ça vous compte pas ? Oui, c'est-à-dire je compte dedans, donc ça reste à l'échelle de grands lieux, mais donc... Les grands lieux, c'est quoi ? Pour qu'on comprenne le WIS, oui, voilà, Beaux-Arts, les grands musées, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, grosso modo, il y a une partie qui est la communication, et dedans, je compte... Voilà, les cartons, les trucs, les affiches. Et puis, il y a tout ce qui est la médiation. Et plus on a de médiation, plus on perd des sous. Pourquoi ? Parce qu'aucune classe ne paye le budget de ce que nous payons à Guild. En tout cas, à Schaerbeek. Donc, c'est la même chose à vous acquiescez aussi, Oui, j'acquiesce. Moi, je voudrais revenir. En effet, les budgets consacrés aux arts plastiques sont très maigres à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour nous, c'est 17 000 € par an pour mener toutes les actions en arts plastiques. Et c'est un peu par an. Ils le reconnaissent d'ailleurs. Hein, oui, voilà. Oui. Mais on a quand même par rapport aux artistes, on a quand même un confort qui est la sécurité d'emploi. Alors oui, on a pu mettre des personnes au chômage, mais elles ont eu accès au chômage. Certains artistes. Vous parlez de vous, hein, de votre personnel. Au sein de Volubilis, oui, il y a eu du chômage technique, tout à fait. Alors c'est au théâtre, mais il y a eu du chômage technique, mais c'est quand même autre chose que pour certains artistes n'avoir rien du tout. Oui, c'est pas du tout la et même donc c'est ça que c'est encore une autre situation. Et je pense que c'est vraiment la problématique que nous on rencontre. C'est aujourd'hui, c'est définir le cadre pour rémunérer les artistes, mais aussi un cadre qui leur permette d'avoir des droits par ailleurs. Parce que ça, c'est quand même le problème. Parce qu'ils vont toujours choisir, et nous aussi, on va choisir la solution où ils ont le plus directement. Mais en fait, à long terme, à moyen terme, s'il leur arrive quelque chose, ils n'ont plus rien. Et le souci, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de cadre précis pour l'instant. Pourtant, vous en demandez quand même depuis pas mal de mois maintenant que la fédération existe. La fédération, elle s'est créée petit à petit aussi. Donc, on sait très bien que les choses ne vont pas advenir comme ça. Déjà, il faut faire reconnaître le secteur. C'était déjà une première étape. Ouais, ça, c'est passé, ça y est, on vous écoute quand même. Oui, on nous écoute. Le cabinet du ministre de la Culture nous a reçus. Enfin, il y a des concertations ici qui se sont mises en place avec un regroupement d'institutions assez vite. Mais en fait, là, on est un problème qui est aussi le statut d'artiste qui va arriver, la réforme. Oui. Et en fait, s'il n'y a pas de cadre et s'il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de signature de convention, en fait. C'est très rare dans les lieux qu'il y ait des signatures de convention. Et sans ça, c'est une problématique pour l'accès au statut d'artiste, en fait. Et sans ça, on ne s'est pas avancé du tout. Et non, on ne s'est pas avancé. Et c'est vrai qu'en Flandre, là, il y a une... On va en parler de Kunsten-Kulten, Oui, il y a une première poussée. En France, depuis 2019, déjà, il y a quelque chose. Aux Pays-Bas aussi. Donc là, je pense on est un petit peu à la traîne, c'est ça que vous voulez dire. Vous avez rencontré la ministre Linard, c'était en début de l'année dernière. Moi, j'ai contacté le cabinet pour voir un petit peu ce qu'il en sortait. Bon, ils disent qu'ils sont très attentifs, évidemment, aux propositions que vous avez faites, mais que la première était trop complexe. On va être concret pour vous expliquer, parce qu'il faut c'est pas évident, parce qu'il faut calculer comment rémunérer, il faut calculer par rapport à la surface d'exposition, par rapport à la durée, par rapport au nombre d'artistes, par rapport au caractère neuf ou pas des œuvres exposées, parce qu'on peut recycler entre guillemets des œuvres. Et le cabinet trouvait aussi que c'était un petit peu inégal, que ça favorisait un petit peu le système, les artistes qui exposent en solo. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette critique. En fait, on avait proposé un formulaire d'annulation Covid. En fait, si jamais il y avait
voilà, un souci avec une exposition. Parce que ça fermait. Oui, parce que ça fermait. Donc pourquoi les arrivants obtiennent quelque chose et nous, on ne pourrait pas obtenir quelque chose? C'est quand même important. Oui. Et donc, en fait, la logique, c'était aussi, quelque part, par ce formulaire, de mettre en lumière les problématiques. Donc c'était effectivement un premier pas, mais pour faire aussi comprendre que, en fait, il y a très peu d'artistes qui ont des contrats. Et comment on fait dans ce cadre-là, s'il n'y a pas de contrat? Comment on justifie une exposition? Comment on justifie les budgets? Donc c'est ça qu'on voulait aussi faire entendre à la ministre. Dans les conventions, il y a une obligation légale quand même, ou je me trompe, de payer les artistes qui exposent chez vous? Dans nos conventions, dans nos contrats programmes? Oui, non, dans le contrat. On n'a aucune obligation à ce niveau-là. C'est absent. Non, mais on n'en a pas plus pour les plasticiens que pour les arts de la scène, mais il n'y a donc pas d'obligation. Donc on ne vous dit pas, vous devez, vous avez cette enveloppe-là, et avec ça, vous devez vous débrouiller pour rétribuer les exposants. Non, ça, il n'y a pas du tout. Non, ce qu'il y a, c'est que nous, on reçoit un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est une aide à la création. Donc voilà, donc dans ce subside, là, tout va aux artistes, ça c'est clair. Sur ce subside-là... Y compris ceux qui exposent alors? Là, je dirais, nous, on va le... Maintenant, c'est ça, justement, un peu cet enjeu, c'est qu'à enveloppe fermée qui vient de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notre conventionnement, eh bien, donc, sur ce budget-là, avant, tout allait à la création. Donc, c'est-à-dire que l'enveloppe était entièrement dédiée au fait que un artiste, ce qui peut être Maël, voilà, on lui donne une enveloppe et avec ça, il peut créer une œuvre nouvelle sur place, voilà, pour le projet. Sur place ou dans son atelier? Oui, mais qui va être montré, on va dire, pour la première fois. Et surtout, comme nous, on a un lieu un peu spécial, on invite quand même des artistes qui aiment jouer l'espèce de dialogue avec le lieu, comme le... Mais maintenant, donc depuis 2 ans, nous, on s'est engagé justement à donner aussi une petite enveloppe. Mais là, j'avoue qu'elle reste modeste, vu aussi la taille de notre lieu, et nos budgets, à un artiste qui vient montrer une pièce que nous aurions été choisir dans son atelier, mais qui existe déjà. Parfois, c'est aussi plus complexe parce que quand on a une pièce qu'on va chercher chez un collectionneur. Et donc, comment est-ce qu'on peut aider l'artiste aussi? Comment est-ce qu'on peut l'associer? Voilà. Et donc, on tâtonne. J'avoue qu'on n'est pas encore tout à fait au clair là-dessus, mais on a vraiment clairement cette intention de dire, voilà, un artiste, vous savez, on prend un rendez-vous, on vient dans son atelier, il va venir déposer sa pièce. Parfois, elle est complexe à installer. Tout ça prend du temps. Tout ça prend du temps. Il vient au vernissage. Je trouve que tout ça, c'est du temps. Et c'est totalement... Et même parfois, il n'habite pas à Bruxelles. Donc, je veux dire, ça veut dire qu'il doit prendre... Il vient en train de Gand. Enfin, voilà. Donc, comment... Vous voulez dire que tout ça, ça a un coût, hein? Mais je trouve que légitime. C'est-à-dire que c'est pas normal qu'un artiste qui va venir 2 fois amener ses pièces, peut-être les reprendre et peut-être venir le jour du vernissage. Déjà, il vient 3 fois, il donne du temps, il remplit des papiers. Enfin, je trouve que c'est légitime. De les abîmer, en plus. Je trouve que ça, on les assure, mais je trouve que voilà, cette quête est légitime. Et on voudrait y répondre au mieux. Et je comprends que parfois, et je m'en excuse auprès des artistes, si parfois on a un sentiment de tâtonnement encore, parce qu'on est en chantier sur ça, et je pense que les institutions se parlent entre elles pour essayer d'assumer des bonnes pratiques. Mais voilà, c'est complexe, vous le signalez, c'est pas toujours... Et les lieux n'ont pas tous les mêmes moyens. Quand on entend tout ça, Maëlle Dufour, on se dit pas, moi je préfère aller exposer en galerie, parce qu'au moins, là, c'est privé, c'est clair et net, le galeriste, il prend une commission, mais si je vends, je vends, et c'est dans ma poche, non? Moi, le souci aussi de ce que je crée, c'est vraiment en rapport à des lieux, c'est des installations souvent in situ, donc ça s'y prête pas toujours et très peu aux galeries, donc c'est vraiment plus lié aux expositions. Vous compliquez le problème alors. Non, mais c'est vraiment des œuvres. C'est un autre challenge. Enfin, il y a des œuvres plus pour les galeries, mais des œuvres plus vraiment pour les institutions. Parce qu'on peut se dire, Maëlle de la Planche, que finalement, il vaut peut-être mieux aller dans une galerie, à part cet exemple-là, mais dans une galerie privée. En fait, on ne se rend pas bien compte de comment ça se passe aussi dans les galeries. Moi-même, j'ai travaillé dans les galeries. Il y a déjà un contrat tacite entre l'artiste et le galeriste, c'est 50% s'il y a une vente. D'accord, voilà. Donc le galeriste prend 50%. Oui, en général, il prend 50%. Donc c'est déjà une marge énorme. Ouais. Ensuite, il y a une sélection des œuvres. Il n'y a pas l'ensemble des œuvres. Donc ce n'est pas une exposition en soi, c'est plus une présentation en fait. Et puis, il faut savoir que les ventes, elles sont très rares. Je crois que le politique, là-dessus,
à une absence, parce que c'est vraiment important de dire que non, c'est pas comme ça qu'en fait les artistes se rétribuent. C'est pas comme ça qu'ils peuvent vivre. Mais non, c'est de temps en temps au cas. Voilà, ça arrive, et si ça arrive, c'est tant mieux, mais ça arrive aussi à un âge, à une carrière. Faut pas oublier ça, c'est que les galeristes, ils ont aussi besoin de confiance là-dessus. Faites attention quand vous choisissez des artistes à exposer, à soutenir des jeunes talents, etc. Comment ça se passe? Oui, ben ça c'est vraiment dans l'ADN du Centre culturel de Volubilis. On a vraiment envie de soutenir les jeunes, mais du coup c'est d'autant parfois plus difficile parce qu'en fait ils sortent des études, ils sont eux-mêmes peu conscients en fait. Ils connaissent pas le marché. Voilà, ils connaissent pas le marché. Et puis comme Maëlle l'explique bien, en fait, ils vont, même si on leur donne un budget, ils vont tout mettre en production et complètement oublier de se rémunérer. Voilà. Et puis donc c'est vraiment des logiques à mettre en place. Puis ils ont le temps, donc ils vont venir. Maëlle est venue là pour le prix Médiatine, 2 semaines à la Médiatine pour une œuvre somptueuse, mais en soi, c'est vrai que comment rémunérer ce temps-là, c'est une vraie question qu'on doit. Et là, je rejoins tout à fait. On tâtonne. Et c'est là qu'il faut un cadre précis, qui doit venir du politique, parce que c'est un choix politique. C'est là. Ce sont des choix politiques, c'est ça. Puis les nouvelles conventions qui vont arriver, effectivement, tout ça, la L2B doit mettre en place, en fait, un cadre, des conditions, une charte de bonne pratique. Voilà. Souvent, le problème, c'est que on a toute la production ensemble et pas la rémunération séparée. Et je trouve, j'ai de plus en plus exposé en Flandre et là, on s'est vraiment séparés. Et j'ai été en résidence 6 mois aux Pays-Bas et là, il y a vraiment des barèmes qui sont créés pour que donc vous avez un salaire, quoi. En fait, quand on a fini, par exemple, depuis 1 an, son master en école d'art, on va être rémunéré autant quand on expose dans une institution. Si ça fait 2 ans, ça va être autant, 3 ans qu'on a fini. Et donc, il y a vraiment... Parce que oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bloque? Ça marche aux Pays-Bas, ça marche en France, ça marche en Flandre. Il y a ce fameux Kunstenpunten qui fonctionne. La Fédération Wallonie-Bruxelles dit qu'elle essaie de s'inspirer un petit peu de ça. Je crois qu'il y a pas mal de réunions en ce moment là-dessus. C'est un petit peu vers ça qu'il faudrait aller, vers le système flamand. On a regardé le calculateur avec la FAP. Oui, le fameux calculateur. Voilà, c'est ça. C'est un tableau. Vous pouvez expliquer? Alors oui, c'est un tableau en fait en fonction d'un barème aussi qui est lié à la commission paritaire 329. Donc je vais me perdre un peu. Voilà. Mais en fait, c'est un calculateur qui permet donc il faut inscrire. Et on demande. Donc c'est aussi pour les curateurs et curatrices. Ça, c'est aussi important. Avec la FAP, on réfléchit aussi à ça. Oui, vous êtes dans le même panier. Mais oui, voilà. En fait, ce tableau permet d'inscrire les heures de travail en fait en fonction par exemple de la recherche, en fonction par exemple travail de résidence en atelier, puis installation de l'exposition. Donc il y a vraiment un tableau qui est vraiment décrit comme ça. Maintenant, à savoir si économiquement c'est viable, et évidemment si la commission paritaire fonctionne, c'est ça aussi le souci qu'il y a en premier lieu. Et puis il y a la logique aussi indépendante, évidemment, la logique aussi des bureaux sociaux d'artistes. Je ne vais pas en citer, mais il y en a... si on peut parler la Smart, etc. quoi. Oui, la Smart essentiellement, c'est aussi... Pourquoi c'est un problème de ce côté-là, en 2 mots? C'est un problème parce que, par exemple, pour des bourses, c'est légitime que en fait, l'artiste ne soit pas taxé. Ça doit lui revenir à lui. Et c'est vrai que... Et c'est pas le cas pour l'instant? Non. Bon, ça a commencé parce que la ministre a réfléchi, par exemple, pour l'appel, j'ai cru comprendre, le premier appel d'un futur pour la culture, à ne pas taxer, en fait. Mais il faut comprendre que... Ça paraît tellement dingue, ce que vous dites, que les artistes reçoivent des bourses pour leur travail et ils sont taxés dessus. Eh oui. On va citer aussi Liselp, qui travaille beaucoup aussi pour avancer. Donc Catherine Anquinet, qu'on a contacté aussi pour préparer cette émission, travaille beaucoup en connexion avec notamment les Flamands pour essayer de faire avancer le dossier. Et puis surtout, Liselp a un coup d'avance. Je veux dire, Liselp a été conscientisée depuis longtemps et je veux dire que voilà, c'est certainement une référence et quand, je pense que parfois, quand justement j'évoquais cet tâtonnement dans lequel on est parfois... comment je fais, des modèles, etc. Et donc, voilà, moi, Liselp est certainement, et Catherine Anquinet particulièrement,
une référence. On va suivre tout ça de près. On arrive déjà tout doucement à la fin de cette émission. Ça passe très vite. Oui, bien sûr. Aussi, je voulais juste insister sur le fait que énormément d'artistes n'ont pas droit au statut d'artiste parce que justement, il n'y a pas ces rémunérations. Et donc, on ne peut pas se faire des contrats. Et on a des très courts budgets. Donc, souvent, on va le passer en RPI. Et donc, c'est ça le problème, c'est qu'on a droit à aucune sécurité sociale. Et même moi, je n'ai pas droit parce qu'à chaque fois que j'ai un prix ou des bourses, je dois toujours... soit je le mets dans la Smart et je perds la moitié. Et donc, ça n'arrive. Voilà. C'est un cercle sans fin. On a compris qu'il fallait absolument un cadre. Merci pour votre témoignage, Maëlle. Merci à toutes les 4 d'être passées. On suivra bien sûr de près tous ces dossiers et les dossiers de la FAP. Il y a un gros chantier à la fois pour le statut d'artiste et à la fois pour effectivement une rémunération, le droit de monstration, comme on dit. On a de concerter aussi les institutions et de travailler ensemble, parce que je pense que c'est aussi la logique. Et puis on croise les doigts aussi par rapport à la Covid, parce que vous suivez de près, j'imagine, Codeco. Oui, là on lance le prix Médiatine, on espère, parce que c'était quand même des sacrées années, on ne sait pas faire des vernissages comme il faut, on sait pas le prix Médiatine qui aide beaucoup aussi les jeunes talents. Merci à toutes les 4 d'être passées chez nous. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.